futur épisode technique. Je suis accompagné de mon super panel, Marc, Camille et Steve. Comment allez-vous? Ça va On va bien, bien. ça va bien. Très, très bien, Nicolas Loïc. Et toi? Aujourd'hui, oui, moi aussi ça va bien. Ouais. Je suis très content de vous voir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. Puis en plus, j'ai full house, fait que je suis super content. On a choisi de parler ce soir du cloud OT. C'est un sujet qui est intéressant, surprenant. Puis on n'est pas dans les mêmes a priori qu'en TI, parce qu'en TI, on a basculé, on est content, tout va bien, le monde est heureux, il y a des icônes partout. Le monde OT a des préoccupations qui sont différentes de par la disponibilité des équipements, de par l'intolérance de certains équipements à la latence, de certains délais comme ça et certains éléments importants au niveau de la souveraineté ou de la protection des informations. Donc, je vais vous laisser commencer avec ça. Puis, bon, je pense qu'on va en parler pendant un bout parce que c'est un sujet qui est très passionnant puis qui est tout neuf en quelque sorte. Donc, qui se lance? Moi, je pourrais me lancer en premier, Nicolas Loïc. Là. Je sais que en OT, souvent, l'aspect confidentialité, on ne veut pas bâcler cet aspect-là, mais c'est pas vraiment notre principale préoccupation, mais c'est vraiment l'aspect disponibilité. Puis, sous-jacent à ça, c'est vraiment le déterministe. On veut vraiment savoir comment ça va planter. Quand ça va planter, c'est de notre faute, on l'assume, on a les plans de relève, on veut vraiment être dans la planification de l'infrastructure, puis des fois, soit les impacts en santé, sécurité, puis même là, sur la population, on veut être en contrôle. Puis c'est pour ça que il y a certaines applications qui sont peut-être pas souhaitables côté OT, mais je veux pas qu'on tombe dans le blanc et noir que les gens en OT, c'est un rejet du cloud, puis c'est pas des technologies qui sont jugées nécessaires. Je pense que le cloud, il y a un apport très intéressant dans le panier de technologie qui est disponible, mais il y a vraiment certaines applications peut-être plus niches où est-ce que c'est pas souhaitable, là, qu'on est vraiment dans la sécurité fonctionnelle, peut-être dans la sécurité publique à certains égards. Puis là, c'est pour ça qu'on peut pas nécessairement prendre certaines recettes qui ont très bien fonctionné dans le TI parce qu'il y a d'autres tenants et aboutissants derrière ça. Là. Ça dépend aussi des services qui sont demandés quand on dit OT. Là, si tu fais exécuter de la logique genre DCS ou automate programmable, là, tu es dans un autre ballgame si tu vas à l'externe. Contrairement à si tu as des processeurs qui roulent localement, parce qu'on est quand même dans le temps réel. Quand on parle d'HMI, de SCADA, ça, c'est une autre histoire parce que dans le fond, tes processus peuvent continuer à rouler si localement tout est beau. Mais si tu vas externaliser ce qui contrôle directement les procédés, là, tu as intérêt à poser plusieurs autres questions là, parce que c'est là que la latence, puis, parce que c'est ça, tu peux perdre un peu comme un avion, là, tu peux piloter aux instruments, mais tu peux piloter à vue aussi. Tandis que, c'est ça, tout ce qui concerne la logique, c'est qui l'exécute. C'est-tu fait dans le cloud ou pas dans le cloud? Et de deux, tout à l'heure, Steve, tu parlais de la confidentialité. C'est sûr que si, exemple, tu es dans le pharmaceutique, il va y avoir une préoccupation de où c'est que les données sont hébergées, là, parce que tu voudrais pas voir une propriété intellectuelle se ramasser entre de mauvaises mains. Certains pays sont friands de la copie. Fait que, à ce moment-là, les contrats de service, il va y avoir plusieurs clauses qui disent où ça doit être localisé, c'est quoi la disponibilité, c'est quoi les niveaux de responsabilité, qu'est-ce qui relève de un ou l'autre, qu'est-ce que ton assureur, lui, va en penser, es-tu soumis à de la certification? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de questions parce que souvent, on se fait vendre des services cloud, sauf que, OK, mais c'est où que c'est localisé? Là? Puis c'est quoi qui est appliqué? Fait que, tu sais, tu vas avoir mille et une questions là, à poser, puis il faut que ces questions-là soient bien adressées, puis que
le fournisseur cloud soit responsabilisé en conséquence. Parce que si il y a un bris de service, toi, sur le plancher, il y a quelque chose qui peut arrêter, mais de l'autre bord, l'autre peut pas se déresponsabiliser. Là. Puis Ouais, souvent dans l'aspect tes contractuel est quand même très important pour mon petite expérience dans cet univers-là. Les négociations avec les fournisseurs de cloud sont souvent longues. On pourrait dire pénibles à certains égards, mais quand même longues parce que les détails sont pas les mêmes. Les préoccupations sont pas les mêmes et on va descendre dans des niveaux d'architecture technologique beaucoup plus bas quand on tombe dans du OT que ce que je vois en IT. IT, on fait juste prendre les blueprints, on est content, on part à courir, puis ça vient de finir là. En OT, j'ai vu des discussions et des documents qui parlent de connectivité réseau qui, normalement, on entend peu ou pas parler quand on est dans le monde OT, IT, pas excusez, qui d'éléments comme ça, les distances entre les data centers, là, on va en entendre parler quand on n'entend pas parler normalement dans le monde IT. On s'en fout un peu de la distance, que ce soit à 250 ou à 500 km, ça n'a pas d'importance. En OT, ça peut en avoir, quand tu parlais de latence, c'est un point qui est ultra sensible du côté OT, en tout cas plus qu'en IT, à part dans Teams ou dans Meet où s'il y a trop de latence, c'est désagréable. Là, c'est pas désagréable en OT. S'il y a de la latence, ça peut devenir dangereux si la latence. Camille avait un très bon exemple d'ailleurs, justement. Quand même, une seconde de latence peut changer le paradigme au complet d'une situation. Là. Ouais, exactement. C'est la différence entre peut-être une main ou un bras. Là. Fait que, faut penser à ces systèmes-là, puis ça amène le point aussi des systèmes de sécurité que peut-être que quand on pense au cloud, peut-être qu'on doit penser peut-être à une approche qui est un peu plus hybride en début. Donc vraiment de commencer avec une certaine partie, mais garder les systèmes de sécurité, de safety comme on appelle, Ouais. de les garder ceux-là peut-être plus on-prem pour s'assurer qu'il n'y ait aucune latence. C'est peut-être une approche peut-être plus à préconiser en début de Ben, transformation. surtout quand on parle de, comme tu fais référence au SIS ou pardon, des systèmes de sécurité, des PLC de sécurité, tu sais, ça Ouais. fait pas quand même si longtemps que c'est en logique programmée avec des automates SIL 3. Mhm. C'est, dans bien des cas, c'est encore une logique câblée. Là, on cherche on cherche à aller plus vers le programmé pour permettre une certaine flexibilité, sauf que ça reste des systèmes de sécurité. Fait qu'à quelque part, ça prend des certifications parce que s'il arrive un incident, ben là, les agences, les régies vont venir faire leurs enquêtes, les sceller et tout. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas le genre de choses que personnellement je verrais dans le cloud immédiat. En ce Ouais. moment, là, comme on dit, on vient juste de passer à l'ère de câbler à PLC de sécurité. Là. Fait que, Mais tu sais, des fois, oui, puis je comprends le point, mais après, j'y pense, puis tu sais, on peut penser à l'attaque de Triton qui s'est ouais. passée, puis dans le fond, que tout leur système de safety était tout en mode programmable à distance parce que il y avait des gens qui travaillaient à distance, fait que ça a permis aux acteurs malveillants de rentrer, puis ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec les, les systèmes de sécurité. Fait que aussi, il y a ce côté-là qui vient dans la balance. Des fois, je me dis, ben, peut-être que dans le cloud, il n'y aurait pas ces petites erreurs-là qu'on voit encore trop souvent dans les usines, que tous ces programmes de sécurité-là sont en remote parce que les gens veulent être capables de le faire de la maison. Ils veulent s'assurer, ils sont en mode de programmation, pardon, mais ils veulent s'assurer. Fait que peut-être que aussi le cloud va amener un autre niveau de sécurité par rapport à ça parce qu'il y a l'erreur humaine, comme Steve avait parlé un peu. Mais l'erreur humaine, peut-être ça va aussi couvrir ces points-là. Tu sais. Puis de toute façon, quel que soit le système, que ce soit local ou cloud, Ouais, mettons qu'on jase ouais, d'un système qui serait rendu cloud-based, là, genre Triconix sur cloud, ben tout changement, ça va prendre des audit trails parce que tu saches ouais, qui a fait le changement, quand.
c'est quoi le dernier code. Fait que ça te prend un système de gestion de version robuste qui vient à côté ça, là, parce que c'est le free for all, parce que c'est dans le cloud, puis t'as pas d'audit trail, quelque chose qui traque tous les changements. Mais s'il arrive un accident, là, maintenant, comment tu peux reconstituer la scène de crime, là? Ouais, puis ça, je vais rajouter parce que ça, au niveau cloud, au niveau du IT, il y a une énorme maturité au niveau de la traçabilité de ce qui est fait, autant au niveau de la personne qui le consomme, donc le client, autant au niveau du fournisseur, ces traces-là qui sont excessivement de bonne qualité en général. Puis on parle des grands clouders, puis en même temps, c'est un peu un avertissement pour les plus petits clouders qui n'ont pas ce degré de maturité-là aussi, parce que gérer une infrastructure mature qui répond à des critères, justement, comme tu mentionnes, de traçabilité complète, quand on tombe en dehors des trois grands, je ne suis pas convaincu qu'on a ce même degré de qualité de traçabilité qui est nécessaire à l'appui, notamment si on va parler de normes comme NERC, par exemple, qui exigent cette traçabilité. Je ne suis pas sûr que quand on descend dans des petits fournisseurs locaux, on va être capable de matérialiser ou d'arriver à ce genre de choses-là. Mais en même temps, les grands clouders ne sont pas spécialisés, c'est des très grands généralistes. Donc, dans un contexte OT, des grands généralistes, est-ce que c'est le meilleur choix aussi? On est comme pris entre deux places dures, de mon point de vue, entre deux places dures, là. Ben, c'est sûr que ça va soulever des questions, là, dépendamment des contrôles qui doivent être appliqués, parce que c'est sûr que euh, aller en externalité par service cloud, que ce soit IT ou OT, derrière, tu as des exigences de soit de performance, mais au niveau aussi de sécurité, là, pour dire, OK, ben, c'est quoi les contrôles que vous appliquez, puis comment moi je peux, parce que si je me fais poser des questions par mon assureur, ben, des questions, si je vais à l'externe, tu vas transposer des questions vers ton fournisseur de services externe, parce que c'est à lui à répondre à ces questions-là, là. Sinon, ben, je vais carrément rapatrier tout ça chez nous, là, parce que tu n'es pas en mesure de bien ou de convaincre mon assureur, là, dans le fond. Puis les contrôles dans NERC sont exigeants, mais sont relativement simples. Mais dans les faits, c'est pas de la cybersécurité pour de la cybersécurité, c'est avant tout des normes de fiabilité électrique, bien avant que ce soit des standards de cybersécurité. Puis, justement, par cet exercice-là, tu réponds à toutes ces questions-là pour être dans le déterminisme, parce que ce que tu as au bout des doigts, ben, c'est l'alimentation électrique de plusieurs millions de personnes. Puis, les différents corps de régulation qui composent la NERC et les différentes entités, ben, c'est eux qui veillent à ça. Tu réponds à l'ensemble de l'œuvre, comme les grands clouders répondent à beaucoup de questions, justement, pour être certain que C'est ça sûr que fonctionne. dans le domaine NERC, SIP particulièrement, ce qui est appliquer les contrôles de sécurité, c'est une chose, mais la problématique principale, c'est qu'il faut que tu puisses fournir les preuves de la conformité. Fait que là, si tu es allé à l'externe, ben là, faut que tu t'assures que ton fournisseur, il faut qu'il soit à mesure de fournir les preuves parce qu'il dit, c'est pas moi qui les ai, je t'ai fourni de service à l'externe. Faut que tu fournisses ça, parce qu'il dit, moi, si je me fais auditer, OK, je suis en externalité pour ces choses, ces services-là. Ben, il dit, si t'es pas en mesure de me fournir les preuves, il dit, tu vas tomber en non-conformité. Ouais. Ça tombe dans un aspect beaucoup de régulation tu sais, c'est sûr que ça devient plus compliqué, mais je pense que les trois gros, ils commencent à parler beaucoup avec ce genre Mhm. de régulateurs pour essayer justement d'avoir les preuves puis de comprendre des deux côtés qu'est-ce que chacun font pour essayer de dire, OK, jusqu'où on peut aller. Mais après, si on retombe dans des contextes où il n'y a pas nécessairement ces régulations-là, tu sais, est-ce qu'on va voir du nucléaire avoir du cloud? Je sais pas. Je pense que ça va peut-être prendre du temps. Mais tu sais, si on retombe dans du manufacturing ou des trucs qui sont un peu plus simples, je pense qu'il y a quand même un gros bénéfice à apporter. Puis, ce qui fait aussi penser à maintenant, tu sais, on voit tout le temps les TO comme un cloud qui est air gap. Excuse-moi, pas un cloud, Ouais. mais un réseau qui est air gap. Puis là, maintenant, ça apporte aussi toute
le point d'avoir une connexion qui est remote, puis de sécuriser cette connexion qui est remote-là, puis d'avoir une one-way direction, on parle souvent des data diodes, je les vois Ouais. pas beaucoup, mais j'aimerais ça en voir plus des fois, mais c'est des actifs qui sont tellement chers, mais qu'on les voit que peut-être que ça va être important d'avoir Mhm. cette direction de une communication-là pour s'assurer qu'il y ait un peu plus de sécurité dans ces infras, mais régulation, c'est sûr que c'est quelque chose, mais après, quand on parle de manufacturing ou de plus petit, je pense qu'il y a un gros bénéfice à peut-être y aller dans le cloud. Ben, c'est sûr que le concept des services cloud se comprend bien là, parce que tu n'as pas à supporter une infrastructure. Je veux dire, tu payes pour un service parce que l'autre, il y a une Ouais, économie d'échelle. Il y a déjà, parce que n'importe qui, pour avoir déjà visité un data center, là, ouais, tu as beaucoup de services juste dans la ventilation, l'électricité, t'as des drops, là, c'est pas des UPS, là, c'est des grosses génératrices avec des roues d'inertie. Puis ça l'évite d'avoir des UPS géants, là. Je veux dire, la ouais. transition est faite par une roue d'inertie, puis la génératrice part si tu perds l'électricité, là. Fait que C'est quand même intéressant de voir que même un data center, c'est du OT au final. Hein? Fait que c'est comme si à la base, il faut que tu aies ton OT qui est hyper secure pour protéger tes data centers. Puis après, ben, tu vas peut-être pouvoir aller ailleurs. Mais on ose croire qu'ils font de la bonne job et que leurs data centers sont safe, là, mais ouais. Ouais, tout est dans tout. Hein. C'est Ouais, d'essayer de séparer. Puis c'est ça qui est un peu difficile. Puis c'est ça qui est d'autant plus intéressant de parler de cloud OT parce que on en a pour toutes les volets de télémétrie ou tous les éléments qui sont associés à la data center, c'est un exemple. Le bâtiment, c'est un autre exemple. Les cartes d'accès, ça fait partie. Tous ces ouais. éléments-là sont intégrés maintenant. Donc, tout ce qui était de la sécurité physique anciennement, donc un peu, puis OT aussi, ben, converge vers les mêmes facilités ouais, d'échelle qu'on obtient avec le IT. Là. Mhm. Ouais, ton exemple est intéressant parce qu'effectivement, la gestion d'accès physique, ça reste fondamentalement un système outil. Mais ça n'a pas le même impact qu'une chaîne de production ou autre, là. Par contre, si tu n'as pas l'accès, évidemment, ça va créer un problème. Mais effectivement, parce que tu as toute la gestion des systèmes de bâtiment qui aussi gèrent des processus physiques. Ça aussi, ce sont des choses qui, euh, tu sais, les Johnson Control de ce monde, puis les Honeywell de ce monde, à ce moment-là, ces services-là, oui, pourraient facilement se retrouver aussi dans le cloud plutôt que d'avoir des systèmes locales comme on les voit présentement. Là. Évidemment, tu auras toujours des entrées-sorties locales là, parce que ça te prend des interfaces locales, mais le processing à un plus haut niveau et l'interface personne-machine pourrait facilement se ramasser sur le cloud aussi. Puis c'est quelque chose qu'on avait effleuré lors d'un podcast précédent, mais c'est Marc qui le mentionnait. Les TO, c'est pas exclusivement le contrôle d'un procédé physique. On voit vraiment que la technologie rentre Ouais. dans différents secteurs où est-ce que c'était inattendu. Donc, l'automobile, ça en est un. Les équipements médicaux, ça l'est. Tout ce qui est la coordination de services d'urgence, ça l'est aussi. Tout ce Là, qui c'est sûr qu'à travers ça, je vais voler le mot à Camille, là, des systèmes hybrides. Mais à un moment donné aussi, on va avoir des systèmes hybrides avec probablement des portions d'IA pour certaines fonctionnalités précises. Tu ouais. n'auras pas le choix parce que l'IA, elle ne sera pas locale, c'est sûr. Donc, Mhm. c'est une propriété intellectuelle. Puis celle-là peut être localisée à des endroits encore moins. Tu sais, ça peut être un petit peu plus hasardeux, là. Mais ça amène un autre point aussi qui est vraiment intéressant pour les Théo d'avoir de l'IA parce que tu sais, t'as tellement de données, t'as tellement de données dans les Théo qu'en ce moment on n'utilise pas. Puis de pouvoir amener le cloud, puis de pouvoir amener la puissance de calculation
pour pouvoir faire soit de la maintenance prédictive. Ouais. Soit, il y a plein d'autres applications qui Ben, pourraient être les super défaillances, gérer les intéressantes. défaillances. Exact. Ouais, c'est ça, gérer tout ça, puis de pouvoir utiliser ces données que tu as tellement dans les TO qu'en ce moment, je sais même pas qu'est-ce que la plupart des gens, tu sais. Je pense que la plupart des gens n'utilisent pas ces données-là. Euh, Fait que d'avoir ce côté-là de IA puis d'avoir cette puissance-là de calculation peut être super cool aussi pour le cloud dans les TO. Oui, mais dans ces conditions-là, on n'est pas dans un contexte où on a un contrôle sur les TO. On est dans un contexte juste de collecte de données. Donc, la Ouais. criticité de l'information, au sens de la disponibilité ou la latence, elle a peu ou pas d'impact dans la mesure où il n'y a pas de réaction qui est anticipée de façon immédiate. Pour de la maintenance prédictive est un très bel exemple où on va avoir des systèmes, justement, qu'on va calculer la vibration, tout ça, puis ils vont là être capables d'analyser de façon plus précise. Il y a tellement des. Puis tous les Ouais. équipements maintenant dans les usines modernes sont tous avec une télémétrie de fou où on va mesurer la vibration, on va mesurer la vitesse de rotation de l'équipement, on va mesurer à peu près tout et n'importe quoi de l'équipement en question. Et donc là, de laisser ces données-là moisir localement, ça ne fait pas de sens. Puis c'est justement où la quantité qui en est tout adaptée au cloud sans causer un problème de production parce que le fait d'envoyer la donnée, c'est une chose. Le fait d'utiliser l'équipement, ça en est un autre. Donc, on est quand même dans une zone qui hybride, pour reprendre le terme, qui est, je trouve, intéressante à cet égard-là. C'est ce qu'il faut ouvrir comme opportunité, c'est selon quel actif informationnel ou opérationnel tu gères. Essaie d'établir un peu peu importe c'est quoi la méthodologie que tu utilises, les niveaux de risque, que ce soit disponibilité, confidentialité, l'intégrité, puis même dans certains cas, la sécurité fonctionnelle. Puis en fonction de ce que tu peux te permettre dans les risques que tu veux gérer, il y a des avenues que tu peux prendre puis d'autres pas. Puis je suis déjà sur des dossiers où est-ce que on a beaucoup de données très, très bon au niveau de l'opérationnel ou du traitement de l'eau, que ce soit l'eau potable ou l'eau usée. Puis ça serait très intéressant au niveau données publiques de commencer à être capable d'exposer ça à très grande échelle au public parce qu'avec tout ce qui est changement climatique, puis les autres phénomènes au niveau de l'hydraulique dans la grande région du Québec, ça serait assez intéressant ce qu'on pourrait découvrir avec ça. Là. Fait qu'il y a aussi un certain intérêt à démocratiser puis ouvrir certaines données industrielles qui sont d'intérêt public. Fait que oui, le cloud, il y a une certaine nécessité, mais il y a certains cas d'usage qu'il faut vraiment retenir les bonnes technologies, puis c'est vraiment du cas par cas. C'est pas un one size fits all. Là. Mhm. Ouais, c'est un peu dans le. Comment je dirais ça? Dans dans le PERA, là, Oui, le Purdue, à quel niveau tu passes dans le cloud, là, parce que c'est à quelle hauteur. exactement. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de services. La semaine dernière, c'est ça, justement, je visitais dans une municipalité au Lac-Saint-Jean, le réseau de distribution d'eau potable, puis là, ils me montraient leur SCADA. Là, c'était tout on-premise, par contre. Mais les données ils leur disaient, parce qu'ils fournissaient l'eau à une autre municipalité, puis l'autre municipalité consommait à peu près l'équivalent de l'eau de leur municipalité, sauf qu'il y avait 3 fois moins de population. Fait que là, il dit, c'est clair qu'il y a des fuites là, dans leur réseau. Alors que la municipalité fournisseur a dit, moi, si j'ai une fuite d'un tuyau de 3/4 de pouce, je peux le détecter, j'ai des débitmètres partout, tout est enregistré. Fait qu'à ce moment-là, ils ont une granulométrie, puis ils ont tout ce qu'il faut pour permettre de détecter leur fuite. Sauf que là, quand tu fournis l'eau à une autre municipalité qui, elle, ne gère pas son aqueduc, n'a pas les mêmes moyens, à ce moment-là, peut-être qu'eux seraient dus pour un service externe là, pour l'exploitation de leur réseau d'eau. Considérant la démographie canadienne, il y a un paquet de problèmes comme ça qu'on n'aura pas nécessairement autant de personnes qu'on souhaite pour les trouver, ces problèmes-là, puis les identifier. On ne peut pas tout instrumenter. Fait Ouais. on a déjà des instruments dans les données qu'on a. C'est juste qu'ils ne sont pas disponibles à grande échelle. Là. Puis toutes les applications cloud pourraient aider là-dedans. Là. Il y a beaucoup de pépites cachées dans ces données-là. Là. Ouais, si on revient sur le concept, dans le fond, le concept de base du cloud, c'est de mutualiser des actifs pour qu'on n'est pas dans lesquels on n'est pas spécialisé. Puis on a mentionné de façon directe et indirecte que
la gestion d'un data center, c'est rarement la mission première Ouais, d'une compagnie manufacturière, par exemple, peu importe ce qu'ils font, c'est pas leur mission première. Et de ce que vous voyez autour de vous, est-ce qu'il y a de la mutualisation entre parce que là, c'est pas du territoire canadien, on a de la donnée, des éléments comme ça, entre différentes entités qui ont des façons de faire communes, dans le fond, qui pourraient bénéficier. Là, on parlait de la ville, une ville qui fournit l'autre ville en eau, ben à ce moment-là, la mutualisation, là, c'est sûr que l'autre, elle ne fournit rien, elle ne fait rien. Mais donc, plusieurs villes qui se mutualiseraient pour le système d'eau, par exemple, peu importe le système, est-ce qu'il y aurait une capacité à ça dans un système spécialisé, adapté, puis justement, dans un contexte où on a peu de ressources, on a peu de moyens, parce que c'est plate, là, mais de l'infrastructure civile, on n'a tellement pas d'argent à mettre là-dessus, sauf quand ça nous expose en pleine face. Il n'y aurait pas un intérêt social à claudifier un certain nombre de systèmes ouais. comme ça. Ben, c'est sûr que quelqu'un qui a l'expertise, puis s'il est appelé à couvrir différents secteurs, risque de s'en aller vers ce genre de système-là éventuellement, là, pour pouvoir centraliser son expertise à un endroit pour des clients qui sont carrément répartis géographiquement, là, pour pouvoir justement là, prendre des décisions selon comme je te dis, quand tu fournis des services d'exploitation en eau potable, là, que ce soit eau usée aussi, là, dépendamment de. À ce moment-là, tu as intérêt à centraliser ça, là, à mutualiser, comme tu Ouais. dis, Nicolas Loïc. Ben, je sais qu'on n'est pas nécessairement dans les centres de données, mais un des exemples qui m'intrigue beaucoup, là, ça se passe à San Antonio, au Texas, puis ils ont créé un SOC régional, là, c'est le RSOC, là, c'est vraiment une initiative de la ville de San Antonio. Il y a des partenaires comme le Cyber Command américain, puis ils ont vraiment créé un SOC régional pour faire la supervision de certaines infrastructures essentielles, notamment l'eau potable, la génération électrique et le port, parce qu'ils voyaient vraiment une prévalence des cyberattaques. Puis c'est une expertise qui se fait assez rare. Là, des bons analystes qui sortent, il n'y en a pas trop coin de rue. Là. Donc, eux, ils ont rapidement compris que s'ils étaient en mesure de mutualiser cette expertise-là entre plusieurs infrastructures essentielles, c'est pas inintéressant. Puis, je sais que le MCN aussi, lui, à sa façon, supervise certaines infrastructures au niveau du Québec. Pour ma part, au niveau municipal, c'est pas un modèle qui a été très exploré jusqu'à maintenant, mais moi, de contribuer à sécuriser toutes les grandes et moyennes villes du Québec, ben, ça serait peut-être quelque chose à explorer pour mutualiser l'expertise. Puis, c'est sûr qu'il y aura une contribution au niveau des technologies cloud pour être capable de faire une vigie multisite. Oui, puis on n'est pas obligé de fusionner des villes pour fusionner des services. Hein. On peut passer Ouais, par des mécanismes un peu moins brutaux puis moins dérangeants de façon populaire. Cet oui, exemple-là, puis je trouve ça intéressant parce qu'en Israël, c'est exactement ça qu'ils font. Eux autres, ils ont, je pense, 7 ou 8 SOC spécialisés dans des domaines spécifiques de domaines critiques selon ce que l'État a décidé. Et ont spécialisé comme ça, plus un SOC central qui vient superviser l'ensemble. Donc, on a décidé de spécialiser dans les domaines justement pour aller chercher dans des choses qui sont beaucoup plus compliquées d'opérer à ce moment-là. Donc, moi, j'ai vu cet exemple que j'avais trouvé très, très chouette, puis que je suis un peu étonné d'ailleurs qu'il n'a pas été imité par personne d'autre parce qu'il me faisait tellement de sens comme fonctionnement parce que c'est des spécialités qui sont rares. Et un pays comme Israël, c'est un tout petit pays. C'est la même population que le Québec. Donc, on est dans un contexte d'un pays qui a la population du Québec. Là, donc, il faut qu'il rationalise ses capacités humaines dans des domaines très spécifiques. Donc, on aurait tout intérêt à suivre ce modèle-là d'un point de vue pays, mais en même temps, comme industrie, on ne peut pas imposer du manufacturier d'aller dans des choses comme ça ou dans d'autres éléments. Donc, c'est de comment on le réfléchit pour inciter d'un point de vue collectif à, à maximiser nos efforts. Là. Tout en chose. Puis là, vous avez mentionné en pré-enregistrement le fait que ben là, c'est qui est responsable de quoi, puis ça revient un peu à ça aussi dans des circonstances comme ça. Tu parlais en tout cas, ce à quoi tu as abordé un petit peu le point, là. Tu as plusieurs secteurs. En tout cas, si je prends aux États-Unis, tu as plusieurs
secteurs d'activité comme dans le domaine minier, là, je dis les ISAC, là, les centres, aussitôt qu'il y a une attaque, faut que ça soit rapporté à ce centre-là. Fait que tu as ça pour différents secteurs d'activité. Il me semble que aux États-Unis, en tout cas, il me semble qu'il y en a, Plusieurs, ouais. je vais dire une trentaine, là, dans différents Ouais. secteurs d'activité, le secteur automobile, le domaine minier, il est au Canada, t'as le domaine électrique, en tout cas, t'as un paquet de secteurs, mais tu as aussi les secteurs qui sont pas nécessairement dans le OT, là. Fait que ça sort des centres de vigie, dans le fond, par rapport aux cyberattaques, mais qui touchent des secteurs d'activité précis, là, Mm. Mais justement ça, pour ça me fait savoir, penser. Ouais. oui, Non, vas-y. j'allais dire, ça me fait penser avec le minier. Est-ce que le minier, je trouve que c'est une industrie qui est super intéressante quand tu vas parler du cloud ou même tu vas parler d'autres technologies, parce que les sites miniers ont des durées de vie qui sont peut-être, 10 ans, 15 ans, Ouais. où ça va tomber. Euh, D'aller avec une nouvelle technologie dans un site minier qui reste peut-être 8 ans, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Euh, puis là, j'explore un peu vu que tu as amené Ouais. le système minier parce que, puis tu sais, on peut penser à mettre le cloud dans un site de mine, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire s'il reste 8 ans, 6 ans à ton site quand ta durée était de 15 ans? C'est quelque chose aussi qui est à explorer puis qui ramène un peu les points de Steve de plus tôt, de dépendamment, c'est quoi, de dépendamment de ton risque, dépendamment du site, de qu'est-ce que tu veux mettre, ça va tout changer. Oui, parce que dans le domaine minier, je pense qu'au Chili, c'est ça, il y a une place, il y a un centre de contrôle centralisé qui touche plusieurs sites. Fait C'est que sûr que c'est sûr que localement, oui, ça te prend des systèmes OT. Mais au niveau de l'exploitation centralisée, bon, là, je sais pas si leur service est on-premise ou cloud-based, là, mais peu importe, c'est tout ça pour dire que je sais qu'au Chili, comme je te dis, l'approche est centralisée. Parce que oui, ton point est bon, Camille, là, les durées de vie des sites miniers sont pas si longues que ça, là. Tu sais, c'est 10, 15 ans, puis après ça, le On site s'en ferme. va. Fait qu'à ce moment-là, puis encore là, il y a une question d'expertise. Fait que, encore là, dans le Purdue, là, probablement qu'il y a certaines couches vers le haut, là, qu'il y aurait peut-être lieu que ça soit externalisé ailleurs, là. mais Parce que dans le domaine de l'énergie, il y a certaines fonctions, genre dans le renouvelable, autre que les barrages hydroélectriques, l'exploitation peut être faite bien loin. Mais dans le domaine hydroélectrique, il y a de quoi il y a un règlement américain qui ne permet pas de faire l'exploitation à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est l'État mais tu peux pas le faire dans un autre pays, là. Et pour le renouvelable, les parcs Ouais. éoliens, le solaire, il n'y a aucun problème. Mais à cause, évidemment, des inondations puis des questions de sécurité, là, des Ouais. bassins Il y a- versants. J'ai un autre exemple on a vu là, un projet que j'ai vu, que c'est avec le cloud, c'est avec Gemini, c'est tous les services centralisés, donc on utilise de l'AI. Quand on pense à des compagnies qui ont qui ont un impact à travers un pays complet, puis qu'on peut aller mélanger aussi avec les données de température. Donc, par exemple, c'est pour les analystes du SOC. Donc, il y avait un chatbot de AI qui avait mélangé aussi avec la température. Ils ont mélangé les données OT par rapport à des assets. Puis, tu pouvais facilement, tu peux écrire une question dans le chatbot genre, pourquoi celui-là est down? Pourquoi cet actif-là n'est pas connecté ou qu'est-ce qui se passe avec cet actif-là. Ils sont capables de faire des liaisons avec plein de données
par exemple, donc celui-là est down parce qu'en Saskatchewan, il y a une tempête de je sais pas quoi. Fait que aussi ce pouvoir-là de pouvoir comme tout ramener ensemble, qui est super intéressant. Puis pour un SOC analyste qui est là en train de regarder, de faire, il y a des alertes ici et là, mais là de vraiment pouvoir avoir une vue complète de toutes les données qui se passent en ce moment dans cet espace-là est super intéressant aussi. Fait que vraiment, l'analyste écrit dans un langage pourquoi celui-là n'est plus connecté. Ah, il y a une tempête en Saskatchewan, donc peut-être que c'est pour ça que ton actif. Fait que d'aller prendre toutes les données que tu peux, puis d'en faire une intelligence, c'est vraiment intéressant. Ben, ça, c'est une avenue intéressante parce que les systèmes Théo, nonobstant ce qu'on avait déjà discuté des Théo, ont tendance à historiser des très, très grandes masses de données sur des très longues périodes. T'sais, on parle, mettons, 20-30 téraoctets de Ouais. données industrielles sur 20 000 lectures, sur exemple, le traitement des eaux usées de la métropole du Québec. C'est tout conservé, c'est tout connu, puis on essaie de les publier. Puis quiconque voudrait faire certaines tendances environnementales, puis un suivi très, très long terme sur la mécanique des fluides du fleuve Saint-Laurent aurait probablement une source de données qui serait très intéressante. Puis là, je parle des sources que je connais, puis je suis persuadé qu'il y a d'autres gens ailleurs qui ont accès à des systèmes opérationnels qui ont des très grands historiques d'opération. Puis ça serait vraiment une mine de connaissances parce que dans le fond, on a une très, très grande perspective sur le monde réel, puis d'être capable de colliger ça avec l'intelligence artificielle, puis les capacités du cloud, c'est selon moi peut-être ça le bout le plus payant. Tu sais, l'aspect contrôle, on veut réagir en dedans de 50, 100 millisecondes. Le cloud, ça peut le faire, mais c'est vraiment s'étirer le coup. Mais je pense de combiner les informations des systèmes Théo, puis d'être capable des capacités de l'analyse du cloud, c'est une avenue qui est extrêmement prometteuse. Puis c'est pas suffisamment fait, puis souvent, les systèmes de contrôle industriels de transférer de l'information de façon sécuritaire par leur constitution actuelle, c'est pas prêt. Le préalable, c'est vraiment le transfert sécuritaire d'informations vers le cloud qui manque. Parce que c'est pas nécessairement des aspects de contrôle, il y a déjà des technologies de niche qui le font. Mais l'aspect de l'analyse de grandes masses de données, les Théo, c'est pas fait pour ça. Ça, c'est certain. Je pourrais jamais analyser toute cette information-là avec un PLC là, qui roule à 100 MHz. C'est juste pas vrai. Là. Ça le fera jamais. Là. Puis j'ai même un collègue dans un ancien emploi qui commençait à colliger une très grande masse de données minières au Québec. Puis dans sa première preuve de concept, il a trouvé des nouveaux gisements qui n'étaient pas connus. Puis les modèles d'AI l'ont trouvé. C'était à revalider avec des forages, mais force est d'admettre que il y a vraiment des belles surprises dans ces masses de données-là. Puis ça, on a à peine effleuré ça, là, au même titre qu'on a des océans extrêmement profonds avec une faune pratiquement inconnue. Là. Ben ça l'est là. Ces entrepôts de données-là, les entrepôts de données industriels devraient être explorés, surtout avec une nature publique autour de ça. Encore là, ces traitements-là peuvent se faire de façon asynchrone. Tu n'as pas besoin d'être dans le temps réel. Tu prends des données qui ont été enregistrées du temps réel, mais peuvent être analysées a posteriori. Par contre, comme on dit, une fois que les modèles sont bien établis, à ce moment-là, aussitôt qu'ils sont enregistrés, ils peuvent procéder au traitement immédiat là, pour savoir, OK, y a-t-il quelque chose une anomalie, une oscillation, parce que tout peut arriver dans un processus. Là. Puis on a intérêt à le trouver parce que il y a certaines ressources qui se font rares, même l'eau des fois au Québec. Par exemple, je reprends, Marc, l'exemple de la petite municipalité qui produit de l'eau pour une. Puis, supposons qu'ils sont dans le nord, là, dans le coin de Saint-Lin ou ailleurs, où est-ce que la nappe phréatique est extrêmement sollicitée. On n'a pas le luxe de gaspiller de l'eau tant que ça, même au Québec, dans certains endroits. Ouais. Puis souvent, c'est avec des systèmes, pas des systèmes experts, mais vraiment du AI puis de l'analyse avancée qu'on peut trouver ces problématiques-là.
plus rapidement parce que des fois, ben, peu importe c'est quoi la ressource, les ressources sont jamais infinies. Puis on les Effectivement. trouve à peu de Ouais. frais parce que mettre des instruments, mettre d'autres points de lecture, c'est extrêmement coûteux. Fait que si on est capable de se faire des capteurs logiciels avec du AI, là, on trouve vraiment des choses qui étaient inespérées d'identifier. Voilà, la municipalité en question que je visitais, c'est effectivement des puits. C'est une eau qui est d'une très bonne qualité, qui nécessite pas vraiment de traitement, puisque le sol est sablonneux. Fait qu'ils ont juste à faire une légère chlorination. Mais ils ont 2 puits qui sont distancés d'à peu près 20 pieds chacun. Puis la ressource, elle est immense. Parce que la nappe phréatique, là, a déjà été délimitée, là, puis je peux te dire elle est très grande. Fait qu'à ce moment-là, les niveaux d'eau, là, même pompés, là, ils restent stables tout le long de l'année. Ah ben, tant mieux parce qu'il y a Ouais, d'autres municipalités qui n'ont pas ce luxe-là, puis pas exactement. C'est besoin de pour ça chercher que, très loin, là. ouais, oui, l'eau est une ressource essentielle. Puis dans leur cas, ben, comme on dit, c'est leur mine d'or, là. Sauf que ils sont très conscients que oui, tu pourrais dire, je la pousse à l'autre municipalité, je me fous, ils vont payer pour, mais tu sais, on veut pas que l'eau soit mal utilisée, surtout s'il y a des fuites de réseau. Les ressources, c'est pas illimité. Ouais, on est rendu à une époque où on a une meilleure conscience de ça, là. Heureusement d'ailleurs, là, on est capable de faire ça, on est capable d'optimiser. Mais justement, c'est là où arrive le cloud comme étant un dépôt d'analyse très, très puissant, des outils d'analyse qui sont hors pair. Justement, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Mais on s'éloigne de la nature même du outil en termes de fonctionnement, puisque là, on est vraiment, à mon sens, plus en périphérie. Là. On est dans des data scientists, puis tous ces univers-là dans lesquels on est très loin des opérations. Et de ce que j'ai vu de mon aventure au niveau de l'aluminium, très rapidement, on crée une masse de données incroyable au niveau des différents systèmes d'instrumentation et dès qu'on peut les analyser, on le fait. Puis les plus ambitieux vont aussi commencer à retourner des commandes aussi pour optimiser les rendements, là. Fait que là, on voit on a bouclé la boucle là, des systèmes industriels, du cloud et certaines méta-analyses veulent revenir en commande, là, parce que le domaine de l'aluminium, c'est extrêmement compétitif. Fait que un peu comme la Formule 1, là, si on peut aller chercher le maximum au niveau d'électrons qu'on a poussé dans de la bauxite, on va aller le chercher, là. C'est vraiment. Puis ça ramène le point de Marc. Est-ce que tu peux parler un peu plus de c'est à quel niveau du Purdue Model qui envoie les données? Est-ce qu'il envoie ça directement de ton niveau 3 des TO de ton centre de contrôle ou il passait par la DMZ? C'est ça qui est super intéressant aussi de savoir comment la connexion directe se fait, mais pas nécessairement dans le cas de tes expériences antérieures, mais juste en général, ou je sais pas, Marc. Ah, moi, j'ai pas de cas là, de boucle fermée là, à l'externe. Moi, pour ma part, le cas des fois, c'est différents niveaux de Purdue là, que certains diront, Ouais. le Purdue est mort, vive le Purdue, là. Mais au moins, c'est un repère. Puis, il y a certaines installations qui ont ce que j'appellerais une quasi DMZ locale, d'autres pas. Puis souvent, c'est quand il y a ces réseaux tampons-là qui sont absents que les gens sont frileux un peu d'exposer vers des sources externes, là. Donc, il y a beaucoup de bonnes pratiques au niveau des périmètres qui ne sont pas faites. Mais quand il y a une certaine flexibilité, ben malheureusement, on passe très souvent de ce que j'appelle l'historien de procédé primaire Ouais. à une Ouais. source externe. Donc, on saute d'une zone 2 ou 3 soit au réseau corporatif ou directement dans le cloud. Puis c'est assez des fois ambitieux ce qui a été fait. Puis on a des accès directs à des historiens de données. Puis là, on a des partages d'identité. On n'est pas sécurisé avec des certificats. C'est des comptes de service. Puis c'est admin. Puis on y va librement parce qu'on voulait les donner. On voulait seulement les donner.
Puis on a exposé un compte de service jusqu'aux hautes couches corpo. Puis premier pentester qui passe nous démontre assez rapidement que c'est peut-être pas la meilleure façon de partager des données aussi sur des systèmes aussi sensibles. Donc souvent, il n'y a pas de store and forward pour la plupart du temps. Là. C'est vraiment un accès direct là, aux actifs citoyens de procédés. Là. Mais ce que OK. j'entends là, c'est peut-être un manque d'expertise des gens qui sont dans ces univers-là, justement, d'arriver, je dirais, en IT. On commence à devenir mature. On est très loin, tant qu'à mon sens. De façon générale, là, je parle la moyenne des ours. Je parle pas les super experts qu'on pourrait ramasser. Mais de façon générale, puis là, tout à fait, ce que je vois en outil, cette méconnaissance-là, finalement, des préoccupations de cyber viendraient accentuer des problèmes quand on arrive dans le cloud, par exemple, parce qu'on a déjà, même en IT, on a de la misère à comprendre le cloud, fait que j'imagine qu'en outil, ça doit être encore pire. Là. Ça l'est, puis tu sais, partager ce que j'appellerais de la télémétrie, c'est pas le bout le plus inquiétant, c'est de retourner des commandes, peu importe elles viennent d'où, parce que le cloud, les systèmes d'analyse avancés, on éclate le modèle de commande traditionnel. Tu sais. Ce qui va se passer dans l'usine, ça vient plus d'un usager qui appuie sur un bouton, ça vient pas d'un opérateur comme Homer Simpson dans une console centralisée, ça vient d'ailleurs. Puis il faut pas perdre le fil. Le déterminisme, ça peut être un message MQTT de quelque part. On a une petite lecture sur un capteur LoRaWAN, on a un actuateur LoRaWAN, puis le cause-effet, il est où? Faut pas perdre la POC de vue dans ces systèmes-là. Puis très rapidement, on peut y arriver là, à perdre la commande. Elle vient d'où? Elle vient de qui? Puis dans quelles conditions? Puis c'est là que il y a certaines préoccupations justement qui viennent des équipes d'opération. Puis il faut aborder la question avec eux. Là. Moi, j'ai fait un cadre de gouvernance au niveau de tout ce qui est gestion de la télémétrie puis des commandes sur MQTT en contexte industriel. Là. C'était vraiment un beau dossier. Puis d'emblée, il faut que tu prennes le taureau par les cornes puis que tu te mettes chum avec les automaticiens en partant pour leur dire on le sait que le problème commence quand on envoie des commandes. Fait qu'on on va établir les règles du jeu ensemble pour vraiment aller de l'avant là, puis être déterministe dans notre approche. C'est ça, puis souvent le mot déterministe revient souvent dans ce que tu dis. Ben, Puis on parlait un peu d'AI, on a abordé un peu différentes choses. Pour moi, en TI, ça n'existe pas. On tire des dés tout le temps et on espère que ça marche. Mais clairement, en Théo, on est moins dans cet univers-là. Là. On doit savoir que quand on tire le dé, on va avoir le résultat qu'on est supposé attendre. On a parlé d'AI, d'automatisme, des choses comme ça. Les agents AI s'en viennent à grands pas dans le monde normal. Donc, on a cette capacité-là de modules qui ont une certaine forme, moins d'incertitude. Moi, j'ai un énorme inconfort à penser que je vais avoir un agent AI qui va prendre des décisions réelles dans ma vie parce que je ne suis pas convaincu. Puis là, on parle de décisions simples. On ne parle pas de choses avec mélanger des procédés complexes qui pourraient causer une explosion. On parle genre de juste gérer le chauffage dans ma maison, puis je ne fais pas confiance à ces machines-là pour gérer le chauffage dans ma maison. Donc là, moi, tout ça me préoccupe beaucoup. Puis clairement, je vois que d'un côté, Théo, c'est d'autant plus important que ces éléments-là soient mieux maîtrisés avant même de pouvoir même imaginer qu'il y aurait une boucle de rétroaction automatisée et peut-être avec du AI dedans. Puis sans même qu'on soit au niveau télémétrie commande, je prends un autre exemple que j'ai vu, encore une fois dans l'aluminium, c'est un domaine assez trépidant. Il y avait un projet où est-ce qu'on voulait colliger dans un LLM toute la documentation technique autour de certains procédés de réduction d'aluminium. Mais une cuve d'aluminium en production, c'est très badass. Donc, ce qu'on se disait, c'est oui, on veut donner une aide à la décision à ces gens-là, mais ce qu'on se disait comme garde-fou pour se donner des limites, on disait le modèle ne peut pas suggérer des actions à l'opérateur parce qu'on veut donner ça à des gens qui sont en formation, pénurie de personnel oblige. Donc, le LLM doit seulement fournir des références documentaires. Autrement, c'est très facile d'induire une personne inexpérimentée un biais dans un contexte OT puis l'amener complètement ailleurs, dans le cloud. Fait que, tu sais,
au niveau de le cloud et l'OT, il n'y a pas juste l'aspect contrôle, il y a l'aspect aide à la décision. Puis il faut se poser des questions là, avec ou si c'était pas des choses dangereuses, ben il y a certains éléments que c'était breveté. Donc, on est capable de cuisiner un LLM avec le bon prompt injection pour voler des secrets d'affaires? Fait qu'on va plus loin que juste dire, tu sais, la gang d'électrotechniciens qui envoient des commandes à la ligne pour faire du papier. Non, non, on va plus loin que ça encore. Puis il y a plusieurs attrapes avec le cloud et le AI qu'il faut y penser. C'est la gestion des risques qui va vraiment nous faire une boussole dans tout ça. Il faut vraiment prendre le temps de dire, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, c'est tuer un jeune opérateur parce qu'on n'y a pas dit la bonne affaire. Puis si c'est pas ça, ben, c'est de se faire voler notre secret industriel, notre nouveau procédé. Puis ben, on va se faire avoir par le drapeau rouge avec plusieurs étoiles, puis qui sont super bons, qui sont super efficaces. Il y a plein de considérations comme ça. Là. Ça me fait, mais tu sais, je réfléchis en même temps, mais tu sais, quand on parle d'une loupe qui renvoie, on pourrait quand même avoir peut-être une zone tampon où les contrôles sont envoyés là, puis après que tu as un instrumenteur qui les vérifie, qui les regarde. Ça peut être quand même intéressant de. C'est ce que font les systèmes experts. En tout cas, dans le Ouais. temps, c'était ça. Là. Ils suggèrent Ouais. des choses. Ils n'interfèrent pas directement. Là. Ils suggèrent à l'opérateur, ben, selon telle et telle condition, ça pourrait être ça, ça, ça. Fait que Nous, ce qu'on avait proposé pour justement s'entendre avec nos collègues automaticiens, mais j'ai quitté cette aventure-là avant de voir l'utilisation réelle, mais ce qu'on s'était dit, d'emblée, il va y avoir une analyse de risque fonctionnel. Nous, le système expert présente une commande à un système de contrôle. Une analyse de risque qui est faite par un ingénieur. Puis en parallèle de ça, ce qu'on prenait comme entente dans la gouvernance MQTT, c'est il y a une logique d'interposition qui va accepter ou non cette commande-là. Parce que, tu sais, si je reprends le langage IT, l'appareil industriel au Edge, lui, connaît très bien ses conditions d'opération. Sa sécurité est déjà dedans. Donc, le système expert, c'est juste une suggestion de plus et le système sur le Edge peut la refuser. Il faut se laisser cette porte-là. C'est pas un absolu. La sécurité fonctionnelle, elle est dans le dernier appareil. Puis là, ça devient assez intéressant parce que là, les automaticiens peuvent te présenter tous les cas possibles et imaginables que c'est dangereux, puis ils peuvent refuser cette commande-là, puis c'est bien correct, puis même on est notifié que la commande est refusée. C'est très intéressant parce que c'est des préoccupations qu'en TI, on a peu, parce qu'on est un peu plus cow-boy que ça, clairement. On est moins déterministique, comme tu mentionnes. J'aime bien cette approche-là parce qu'on est peu dans ça. On a beaucoup plus d'aléatoire dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que le cloud fonctionne bien, parce qu'on vit avec un degré d'aléatoire. Et de toute façon, les bénéfices qu'on a obtenus du côté de TI, parce qu'on n'avait pas de formalisme fort, on n'avait pas de rigueur qu'on ne va pas trouver du côté de l'ingénierie essentiellement. Donc, ça vient compenser ce manque de rigueur-là, ce manque-là que les organisations avaient. Mais dans un côté Théo, comme la rigueur est déjà là, je vois peut-être pas tant le gain que ça, ou en tout cas pas des gains aussi évidents qu'on pourrait avoir en TI de migrer vers ça. Autre le fait qu'on a un manque de personnel, puis c'est généralisé pour tout le monde, qu'on a besoin d'aller chercher d'extraire plus de productivité, le moins d'humains avec le plus de capacité, que chaque humain qui est là produit techniquement plus. Au-delà de ça, je vois peu de choses. Puis même encore, je trouve cette course-là dangereuse parce que si on met trop de pression, c'est revenu à plusieurs reprises. Si l'opérateur se fie les yeux fermés sur un système, ça peut être aussi dangereux que le système opère tout seul, à la limite. Là. Ouais. Parce que dans le fond, on va l'amener dans une direction qui n'est pas saine pour une décision éclairée. Un système hasardeux. Oui. Un de mes collègues à moi avait cette expression-là où est-ce que, tu sais, je le paraphrase, mais en TI, on prend la vélocité de la vitesse parce qu'avec des risques d'affaires, on crée une certaine valeur. Puis, tu sais, le coût-bénéfice est intéressant, mais dès qu'on va dans des domaines beaucoup plus exigeants côté OT,
à prendre ces risques-là, on détruit énormément de valeur quand on rate notre coup. Et c'est là, faut savoir un peu le coût-bénéfice à chaque fois. Puis, c'est bien aussi de peut-être briser un peu la question entre les différents actifs informationnels. Au lieu de dire, c'est toute l'usine, tout le complexe, briser ça en plus petits morceaux. Puis ce que je voudrais retourner comme réflexion, dire, il y a certains cas d'utilisation que le cloud ou d'autres technologies ou du AI, c'est un given. Puis il y en a d'autres, c'est impensable, mais prenez le temps de faire vos analyses de risque. Puis si ça fonctionne avec les objectifs d'affaires, allez-y, privez-vous pas, là, parce que c'est pas vrai là, qu'on fait du machine learning, comme je disais, avec un PLC qui a probablement mon âge. C'est assez avancé dans la quarantaine. Là. Que beaucoup de Il n'y a pas les poussière. ressources. Non, moi non plus. Il n'y a pas les ressources. Ouais, non, mais ils vont faire de la magie. Là, on peut rouler des psys sur un Raspberry Pi. Là. Oui. Donc, on est rendu là. Probablement. Faire sa part. On a fait un grand tour sur le cloud et un peu toutes les choses un peu connexes. Est-ce que vous avez des points que vous aimiez apporter qu'on n'a pas abordés? Pas pour ma part. Non, je pense que c'est vraiment une c'est vraiment un milieu qu'on explore encore, Théo. Je trouve Théo Cloud. C'est pour ça, moi, l'approche hybride, j'aime bien, comme Steve en parlait, d'avoir tes cas d'utilisation, d'aller voir où ça peut t'amener du bénéfice. Puis comme ça aussi, ça prépare les joueurs à peut-être avoir des nouvelles façons de faire qui va pouvoir ensuite te permettre d'avoir les autres cas d'utilisation plus tard. Mais pour moi, c'est l'hybride dans les Théo. Cool. Ben, merci énormément. Très instructif comme conversation. Je pense que c'est un sujet qu'on va sûrement revenir puisque il est qu'à sa naissance en termes de déploiement dans l'industrie. On va voir ce que ça va faire. Donc, j'ai très hâte de voir comment les choses vont évoluer. Puis on a un climat géopolitique aussi qui vient un peu bousculer toute cette réflexion-là d'usage du cloud ou d'usage de ressources mutualisées ailleurs. Donc, on va avoir beaucoup de changements, je pense, dans les prochains mois et prochaines années. On va changer un peu la réflexion et toujours dans un contexte, on réfléchit avant de faire le changement et non comme en TI, on fait le changement puis on réfléchit après. Donc, c'est un peu un paradigme un peu différent dans lequel on est. Donc, on verra comment tout ça va se dérouler. Bref, je vous remercie énormément de votre habituelle collaboration. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Bonne soirée.